Chers amis du Méridional, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Jean-Jean. Frédéric Jean-Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, le secrétaire général de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière et de la restauration, autant dire le secteur le plus impacté ou l'un des secteurs le plus impacté par la situation que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois. Alors Frédéric Jean-Jean, depuis le 1er novembre, vos établissements sont fermés. Nous sommes à quelques encablures de Noël. Vous étiez le 14 décembre dernier à Paris, entouré de grands noms de la restauration française pour porter ce message de détresse en quelque sorte des métiers de la restauration. Où en est-on aujourd'hui, un mois et demi après avoir à nouveau fermé vos établissements? Bien, écoutez, un mois et demi après, on se rend compte que le virus circule toujours. On est un plateau, tout le monde le sait. Et il semblerait bien que la fermeture de nos établissements n'ait pas de lien direct avec la propagation du virus. Ça, c'est le premier enseignement qu'on peut en tirer. Quoi qu'en disent toutes les études ou pseudo-études qui peuvent être présentées, on nous a avancé l'étude de l'Institut Pasteur qui en fait est un sondage, qui n'est pas une étude, puisque ça a été un questionnaire qui a été envoyé à quelques milliers de personnes et qui ont répondu. Et un épidémiologiste répondait récemment, il disait peut-être que les gens aussi étaient influencés d'ores et déjà par la réponse, parce qu'on leur a dit que c'était dans le CHR qu'on se contaminait. Or, les études sont très précises. C'est dans le cadre familial et dans le milieu de l'entreprise. Alors, on nous a dit que dans cette fameuse étude, il y avait des restaurants, les gens avaient mangé au restaurant. Donc, on en avait déduit que c'était des restaurants clandestins. Sur quoi j'ai répondu, il y a peut-être aussi des restaurants d'entreprise, puisque c'est les seuls qui sont ouverts. Donc, là-dessus, bon, écoutez, le gouvernement ne veut rien entendre, il campe sur ses positions. On en prend acte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au niveau des aides, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. C'est devenu un peu plus souple maintenant. Il y a quand même beaucoup de gens qui restent sur le carreau. Ici, moi, à la brasserie des Templiers, on a lancé le système de banque alimentaire et pas mal de professionnels qui ne rentrent pas dans les clous des critères administratifs pour recevoir des aides sont en grande souffrance. Et ici, on fait une banque alimentaire, c'est-à-dire que j'en suis à distribuer des pâtes, du riz, de l'huile pour que les gens puissent manger. Donc, on a quand même cette problématique-là qui se pose pour pas mal de nos adhérents. Frédéric Jean-Jean, je comprends que la banque alimentaire dont vous parlez, vous la mettez en place en faveur de vos confrères? Oui, tout à fait. Nous avons des responsables, des directeurs ou des gérants d'établissements qui n'ont plus les moyens de faire face parce qu'ils n'ont pas droit aux aides pour des raisons très simples. Ils peuvent être auto-entrepreneurs ou en portage salarial et c'est beaucoup plus compliqué pour obtenir des aides. Ils peuvent avoir fait une demande d'échelonnement à l'URSSAF, auquel cas ils n'ont droit à rien. Il y a tout un tas de critères et donc les entreprises qui étaient en difficulté ou qui ne sont pas dans les critères traditionnels de SAS ou de SARL ont beaucoup plus de difficultés. Donc ça, c'est une réalité. Ici sur Marseille, pour vous donner quelques chiffres, on est entre 20 et 30 familles qui sont aidées. Certains ont même dû quitter leur appartement et se sont installés pour vivre dans le restaurant. On a 3-4 dans ce cas-là. Et ensuite, sur Aix-en-Provence, nous avons donc quelques professionnels qui sont soutenus. Et puis, nous avions aussi, là maintenant, ça va s'arrêter puisque c'est les vacances de Noël, beaucoup d'étudiants qui travaillent avec des contrats d'extra et qui n'ont pas les points nécessaires pour avoir du chômage. Donc, ceux-là étaient aussi en grande difficulté, donc il a fallu les aider. Et donc, c'est leur employeur à qui on a fait passer des colis alimentaires pour qu'ils puissent les aider. Donc, on voit bien une profession qui s'organise pour s'entraider en quelque sorte, et je crois que c'est tout à fait remarquable, on peut le souligner. Alors, Frédéric Jean-Jean, oui, mais pardon. il faut préciser une chose, c'est que cette banque alimentaire, elle est faite en direct avec nos fournisseurs. Et je tiens à remercier particulièrement le métro qui joue le jeu. Et puis, nos partenaires, j'ai un Carrefour Market à côté de chez moi et lui me donne régulièrement. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à tenir parce qu'on a quand même près de 200 personnes qui sont aidées comme ça tous les jours. C'est une initiative, effectivement, que nous souhaitions souligner grâce à vous, Frédéric Jean-Jean. Alors, tout ceci provoque quelques dommages collatéraux, je mets ce mot entre guillemets, puisqu'on voit apparaître, ça et là, avant le couvre-feu de 20 heures, ce qu'on appelle les apérus, des apéros de rue, où il y a un vide juridique sur ces regroupements, où les gens peuvent voir dehors jusqu'à 20 heures, donc ils sont dans les clous juridiques, en quelque sorte. Quelle est votre position, vous, de restaurateur, et vous représentez aussi les mondes du bar, évidemment, et de la nuit, par rapport à ces apérus? C'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Tout à fait. Alors, plusieurs choses. D'abord, ils ne sont pas dans un vide juridique. Il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Ça, c'est la première chose. Il faut quand même le rappeler.
Deuxième chose, je dirais, c'est nos clients. Ce sont nos clients qui d'habitude viennent prendre un apéritif et qui se retrouvent maintenant obligés de se mettre dans la rue, soit pour manger le midi, soit le soir pour faire un apéro avant la fin du confinement. Moi, simplement, ce que je voudrais remarquer, c'est que quand on vient dans nos établissements, il y a le respect des gestes barrières, il y a le protocole sanitaire qui est appliqué. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui commence à s'alcooliser de trop, ben on surveille ça de près et on fait en sorte que les gestes barrières soient respectés. Là, il n'y a rien. Et puis rien n'indique qu'après, ça ne se poursuive pas dans des appartements. Voilà, donc je vais vous dire là-dessus, moi je pense que c'est un très mauvais choix. C'est celui qui a été fait par le gouvernement. Bon, il y en a d'autres de mauvais choix, hein, mais on ne va pas tous les lister parce qu'on est quand même limité dans le temps. Évidemment, et puis je crois que le plus important, on peut le dire, c'est comment on sort de cette situation pour vous et vos confrères, on ne le dira jamais assez. Un autre sujet, Frédéric Jean-Jean, on parle du vaccin, hein, la campagne de vaccination arrive, on parle d'une nouvelle notion mise en œuvre par le gouvernement, mise en avant par le gouvernement, c'est ce fameux passeport sanitaire. Quel est votre sentiment? Écoutez, si ça peut permettre de reprendre une activité normale, moi je pense que ça peut être une très bonne chose d'être testé, d'être vacciné. Et je dois même vous dire, on m'a posé la question, si je dois être pour pouvoir travailler, être vacciné, mais je vais me précipiter pour me faire vacciner. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est de reprendre une activité normale. Il va falloir beaucoup de temps pour redémarrer l'activité, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont évolué, beaucoup d'habitudes qui ont été prises par les consommateurs. Il va falloir se remettre petit à petit en route. Il va falloir remotiver les équipes, parce que tous nos salariés ont mis l'arme au pied et c'est très compliqué. Dans mon cas précis, je suis tous les jours dans mon établissement, d'abord parce que psychologiquement, il faut que j'aille travailler. Je ne peux pas rester à la maison. Je vais devenir fou sinon, comme beaucoup sont dans ce cas-là. Et donc, j'ai mes salariés qui viennent ici dans la journée, on échange, on se voit. C'est un point de rendez-vous dans la journée. On fait un peu de ménage, de bricolage. Voilà, c'est un temps d'échange, un temps mais où on reste mobilisé, on garde le lien avec l'entreprise. Très important d'effectivement garder ce lien et cette humanisation de nos entreprises dans ces moments si difficiles. Alors, si nous nous projetons, Frédéric Jean-Jean, la prochaine étape, c'est cette fameuse clause dite de revoyure du 20 janvier. Qu'attendez-vous de cette date du 20 janvier? Pensez-vous que vous, restaurateurs, allez pouvoir ouvrir vos établissements? Sincèrement, non. Sincèrement, non, parce que je vais vous annoncer quelque chose. C'est que ce soir, on sait que dans les Airbnb, il n'y a quasiment plus de villas disponibles, il n'y a plus de matériel de sonorisation disponible, ni d'éclairage. Donc, on sait qu'il va y avoir des réveillons sauvages. Et ces réveillons sauvages vont se passer sur 2 jours, parce que les gens ayant loué et avec le couvre-feu ne vont pas ressortir. Donc, on va se retrouver à la mi-janvier avec une flambée de malades, avec une hausse du taux de contamination. On va encore dire que c'est de notre faute, alors que nous sommes fermés quand même depuis un bon moment et que nous respections les gestes barrières. Et donc, je peux vous dire qu'à la date du 20 janvier, si on ouvre, je ne vois pas dans quelles conditions ce serait, à moins que le gouvernement n'hésite pas à faire une volte-face et à changer complètement de doctrine. Ça permettrait peut-être à un moment de concilier la réalité, les besoins fondamentaux que nous avons avec l'autre besoin qui est à côté, c'est cette lutte contre le virus. Donc, le 20 janvier, j'y crois pas du tout, et nous sommes nombreux dans ce cas-là. Je peux vous dire que du coup, on commence à l'évoquer un reconfinement après les fêtes, il faut le dire. Et donc, je pense que notre ouverture pourra avoir lieu à partir du moment où la première vague de vaccination aurait été mise en place. Et donc, ce qui nous pousse au printemps, vers mars ou avril, c'est qu'il nous aura fait une année pleine. Une année pleine où nous avons travaillé en pointillé, parfois en couvre-feu, parfois sans travailler avec le confinement. Une année, une annus horribilis, comme avait dit la reine d'Angleterre. Donc des perspectives peu engageantes, vous le dites, et elles sont tout à fait claires dans votre esprit. Il ne faut pas attendre grand-chose de cette fameuse date, cette clause de revoyure du 20 janvier. Je crois d'ailleurs, Frédéric Jean-Jean, que vous aviez vous-même une invite à l'encontre du gouvernement. Vous souhaitiez proposer quelque chose. Tout à fait. Eh bien, le Premier ministre, Jean Castex, avait dit que 2021 serait l'année de la gastronomie. Parti comme c'est, ma crainte, c'est qu'il y ait plus de dessert que de dessert pour cette année de la gastronomie. Alors du coup, j'ai dit ce qui serait peut-être mieux, plutôt que de toute une année de la gastronomie dont on voit qu'elle va être bien entamée, pourquoi pas faire une grande fête de la réouverture de nos établissements, de tous nos établissements. Et donc, au moment qui sera jugé opportun, on va rouvrir petit à petit, mais déclencher une grande fête de la gastronomie, une grande fête de la vie, tous ensemble, dans tous nos établissements.
qu'il soit café, hôtel, restaurant et discothèque. Et que nous puissions avoir 3 jours, 3 belles journées, où toute la France soit à la fête, soit au partage, à la convivialité et à ces grands moments-là. Eh bien, écoutez, l'invitation est lancée, c'est une excellente idée. Nous ne manquerons pas de la suivre à vos côtés, Frédéric Jean-Jean, avec le Méridional. Merci, bon courage pour vous et vos confrères, et à très très bientôt. Et merci à tous vos auditeurs et tous vos lecteurs.